Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un film que je vous recommande, vous pouvez le retrouver en DVD ou sur des plateformes et qui vaut le détour quand même, La Terre outragée de Michale Boganim. Michale est une réalisatrice israélienne, mais je vais vous en parler davantage, pour l'instant on écoute la musique du film. Voilà, musique pas mal du tout, qui donne bien le ton du film dont je vais vous parler, La Terre outragée, un peu douce amère, voilà, une espèce de tristesse comme ça, dans un rythme qui veut quand même, on continue, voilà. Donc je trouve que c'est pas mal fait. Donc je vous parle de La Terre outragée de Michale Boganim, Michale, ou je sais pas comment on prononce. C'est une réalisatrice italienne, pas italienne, israélienne, excusez-moi. Mais alors c'est très compliqué parce qu'elle est d'origine marocaine, mais en même temps ukrainienne. Vous voyez, c'est quand même le grand écart. Donc c'est un sacré mélange et qui sans doute d'ailleurs explique les sujets de ces films, qui sont, parce que c'est pas son premier long métrage, qui sont en général d'ailleurs un mélange de documentaire et de fiction. Au fond, la petite histoire côtoie la grande histoire et souvent aussi elle met en scène des femmes qui se battent pour la liberté. Je pense notamment à son film, le dernier qui est sorti en 2023, Tel Aviv-Beyrouth, qui d'ailleurs a été assez bien accueilli par la presse. Et donc ici, La Terre outragée, voilà, c'est la terre d'Ukraine qui a été détruite par l'explosion de Tchernobyl. C'est un drame, comme vous le savez, qui a eu lieu en 1986, exactement le 26 avril 1986, exactement, c'est-à-dire il y a 38 ans. Alors, évidemment, on connaît les conséquences désastreuses dans le pays et dans les pays alentours, mais souvenons-nous, nous, les Français, nous sommes quand même très fortiches, parce que nous, en France, il n'y a rien eu. Ah, dites donc, et quand même, on a su, je ne sais pas comment, mais repousser le nuage morbide. Ah oui, alors, donc, vous le souvenez, c'est formidable, parce que nous, les Français, on est quand même très fortiches. Donc, en revanche, en Ukraine, les pauvres, l'explosion a entraîné... Alors ça, il y a quand même des choses que je ne savais pas, vous voyez, comme quoi on en apprend toujours. Ça a entraîné, ça je pourrais pas vous dire d'une façon scientifique pourquoi, mais du tonnerre et des pluies diluviennes, des pluies noires, qui ont au fond enraciné la mort, c'est-à-dire que ça a fixé la radioactivité dans le sol. Donc ça, je ne le savais pas, mais alors évidemment, ce qui est aussi très intéressant pour une réalisatrice, c'est que la pluie qu'on refait, évidemment, c'est magnifique, parce que la pluie, c'est très photogénique, évidemment. Et donc, et en plus, on le sait, les habitants n'ont pas été prévenus du danger immédiat. C'était secret d'État. Ça veut dire qu'ils se baladaient sous la pluie, donc inutile de vous dire que ça leur a pas permis de faire de vieux os. Et donc, la réalisatrice, pour nous raconter le fait
violent, subi inopinément, va construire son film autour d'un couple de jeunes gens dont le mariage a été prévu ce même jour, le 26 avril. C'est donc la première partie du film qui montre assez bien la fête et le mariage avec la mariée dans sa robe blanche, qui est en effet, ça aussi c'est très symbolique, enfin, bien que ce soit la réalité, il y a une image qui a du sens parce que c'est un peu le mouton sacrifié sur l'autel du progrès, du silence idéologique, de la censure soviétique. Voilà. Et donc l'histoire est racontée par une voix off, c'est Anya qui raconte son mariage, qui raconte évidemment, elle raconte, nous le verrons dans le première partie du film, l'histoire de son pays, parce qu'elle va continuer, elle n'arrêtera pas de raconter ce qui s'est passé, parce qu'au début, elle parle de son histoire intime, et ensuite, dans la deuxième partie du film, elle va parler de cette histoire de Tchernobyl aux touristes, aux journalistes. Le premier package qui arrive, c'est des journalistes de Libération. On entend au téléphone, oui, d'accord, vous arrivez de Libération, Paris, machin, etc. Voilà. Et donc, c'est terrible, parce que tous ces touristes qui viennent en pèlerinage regarder le malheur des gens, moi, j'avoue que... Et alors, en plus, ils sont très déçus, parce que, mais bon, ils croyaient qu'ils allaient trouver des monstres à 3 têtes, machin, des gens difformes. Ben non, il y a rien de tout ça. Alors, évidemment, oui, dites donc, moi, je voudrais, chéri, fais-moi peur, quoi, tu vois. Ils sont passés à côté. Moi, j'avoue qu'honnêtement, de voir ce cortège de gens, en plus de ça, on leur met des vêtements blancs pour qu'ils soient pas radioactivés, je sais pas comment on dit, radioactivés, je sais pas si c'est le terme exact, enfin, bon, bref, vous avez compris, qui déambulent en visitant des lieux de souffrance. Moi, honnêtement, ça me donne le haut le cœur, vous voyez, de ces gens qui viennent en touriste regarder des endroits où les gens ont souffert, ça m'a jamais... Vous savez, moi qui ai fait un travail sur Louis-Ferdinand Céline, il appelait ça le gala des pauvres. Ouais, c'est tout à fait ça, le gala des pauvres. Vous savez, les gens, il y a un accident, chouette, alors ils s'arrêtent pour voir s'il n'y a pas de la chair collée au mur, nanani, nanana. Bon, voilà, ça m'a toujours un peu gêné, et donc là, c'est quand même ce qu'elle dénonce, plus ou moins, parce que là, ils sont quand même assez ridicules. Bref, parlons du film. Et donc, ce qui est intéressant à noter, et ça c'est la réalité, ce sont les animaux qui annoncent le drame. Eux, ils ont compris. Le problème, c'est que les humains ne les écoutent pas assez. Dès qu'il commence à y avoir, on n'entend rien pourtant, mais tout d'un coup, on voit que les animaux commencent à s'affoler, aboient, ils veulent plus rentrer, enfin je sais pas, il y a un malaise autour des animaux. Et la petite ville, Pripyat, je sais pas comment on prononce, Pripyat, qui est à côté de Tchernobyl, il faut savoir quand même, ça s'est montré par la réalisatrice, c'était une petite ville de campagne tout à fait charmante avant l'accident de Tchernobyl. D'ailleurs, on le voit dès le générique. Le générique arrive et il y a du son. Et ce sont des oiseaux qui chantent, qui gazouillent, voilà. Et puis, vous avez le couple qui va se marier. Il y a quand même, c'est là qu'on se dit, là, il y a une réalisatrice quand même qui sait faire des images et qui sait raconter et qui donne du sens aux images, parce que dans ce bonheur qui démarre, enfin, où toute la ville est vraiment chaleureuse et il y a deux amoureux qui vont se marier, donc ils sont d'autant plus heureux, etc. Ils se baladent sur une barque, sur un fleuve, et là, on remarquera qu'il y a une attitude qui est très belle, presque chorégraphique. La jeune femme, tout d'un coup, elle s'allonge sur les genoux de son fiancé. Elle est comme alanguie, mais c'est une très belle image, mais en même temps, on se dit, elle est à demi morte. Et lui, il la recueille sur ses genoux, il la tient dans ses bras. Inutile de vous dire que c'est une attitude qui nous fait penser à la Pietà. C'est comme un tableau inversé de la Pietà. Anya à la place du Christ mort, elle est tenue par son fiancé, comme était tenu le Christ dans les bras de la Vierge, et il reçoit son corps, donc le futur mari, comme la Vierge Marie a reçu celui de son fils à la descente de la croix avant la mise au tombeau. Donc, je trouve que ce plan, à mon point de vue, montre une certaine sensibilité chez la réalisatrice qui, ça et là, fait preuve d'un certain esthétisme, incontestablement. Donc, c'est là que je me dis, voilà, c'est une réalisatrice à suivre, c'est très intéressant, elle sait filmer, elle a un regard, quoi. Et puis, l'orage gronde. Donc, je vous l'ai dit, les animaux s'enfuient, sentent le danger, pas les gens, et puis des militaires apparaissent, mais
Dans ce contexte politique où quand même la population a l'habitude de voir des gens, des militaires qui se trimballent dans les rues, bon, à un moment, comme il y en a beaucoup, quelqu'un dit ça doit être la guerre, vous voyez, mais ça les affole pas plus que ça. Ça doit être la guerre. Oui, alors contre qui? Les Américains. Bon, voilà. Donc c'est pour vous dire que tout ça est très intéressant et en même temps ça en dit long. Et en même temps, puisqu'aujourd'hui il y a malheureusement la guerre en Ukraine, voilà, ça ouvre aussi un regard un peu particulier. Et donc le mariage a lieu. Parce que comme ils ne se doutent pas qu'il y a eu une explosion à Tchernobyl, on leur a pas dit, ils ne savent pas, vous avez la fête sous les accordéons, les enfants sont très heureux de sauter des pieds joints dans des flaques de pluie, etc., etc. On va écouter la musique qui accompagne le cortège de ces jeunes mariés. Я так люблю. И я вас... Музыка! Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Ляжем мы следим за всю Одессу, вся Одесса очень далека. Но и Молдаванка, и Пересы. Voilà donc un extrait du film de Michał Boganim et qui montre qui, vous avez compris, c'est le mariage. Mais alors justement, c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'il y a une réalisatrice qui sait où elle veut en venir et ce qu'elle veut dire, parce que elle nous montre à un moment cette fête qui est sur une espèce de presqu'île comme ça, et donc elle montre un plan large. Non, un plan très large, pardon. Et donc, c'est comme une guinguette improvisée, donc avec de larges rideaux blancs, légers, ça résonne de joie, mais en revanche, dans ce plan large, quand on regarde bien le plan large, au premier plan, vous avez un plan d'eau et avec des poissons morts. Donc vous avez la vie plus loin, au second plan, et la mort au premier plan. Et si nous allons suivre le parcours de Anya, la jeune fiancée, mariée, la réalisatrice s'attarde aussi sur un jeune garçon qui s'appelle Valérie, qui au moment du drame, il a à peine 7 ans, mais évidemment dans la deuxième partie, il aura grandi. Il s'étonne d'ailleurs, il va s'étonner tout d'un coup, son père lui a planté un arbre à sa naissance. Au moment du drame, il s'aperçoit, lui aussi, il voit cet enfant, que son arbre meurt en avril sous la pluie. Donc ça veut dire que des enfants, comme les animaux, ont peut-être cette sensibilité, et peut-être aussi qu'on ne les écoute pas suffisamment. Donc Anya aura cette sensibilité que lorsque son fiancé, et là elle vient de dire oui, donc au mariage, ils sont mariés tous les deux, tout d'un coup des militaires viennent appeler son mari pour qu'il aille éteindre le feu dans la forêt, parce qu'il y a le feu dans la forêt dû à l'explosion. Elle sent qu'il ne reviendra pas. Quand il dit je dois y aller, je n'ai pas le choix, elle lui répond, mais bien sûr que si, tu as le choix. Et on verra à ses dépens que le choix, on l'a. Mais il ne correspond pas toujours à ses envies, on peut peut-être pas faire toujours quand même ce que l'on veut, mais on a toujours évidemment un choix. Et la deuxième partie du film nous montrera Anya, qui apprend le français, qui chante, alors ça c'est très amusant parce qu'elle chante Voyage, voyage de Désirless, vous savez, cette espèce de chanteuse qui était très rigolote elle avait des cheveux presque en brosse, elle était un peu rousse, des cheveux, c'était pas très banal, elle était pas banale, elle avait un look très étrange, et donc c'est une chanson qui a beaucoup de succès en Ukraine, Voyage, voyage, bon bref, et donc, et ça, j'aimerais que aussi, c'est un truc dans les pays de l'Est, ils aiment bien le français, notamment j'avais vu un film il y a fort longtemps, je crois que c'était, non je saurais pas vous dire l'année parce que je vais vous dire une ânerie, mais c'était un film de Inner Salem que j'aime beaucoup, ça s'appelait Vodka Lemon, et vous aviez un chauffeur de poids lourd, il était là au milieu dans
conduisait en plein dans des lieux mais qui étaient blancs immaculés tellement il y avait de la neige jusqu'au cou. Et alors il chantait Tombe la neige, c'était la chanson d'Adamo. Moi j'adore ce genre de truc, c'est très amusant évidemment. Bon bref, c'était juste pour dire ouvrir et fermer une parenthèse. Et donc, revenons au film La Terre outragée de Michel Le Boganim. Si dans la première partie, elle montre assez bien le silence qui a entouré ce drame de Tchernobyl et le mensonge qui voulait faire croire que la fête aurait lieu, parce qu'on entend, alors que juste avant l'explosion, la ville Pripyat où ils habitent devait y avoir un concours, il devait y avoir une grande fête, enfin avec, vous savez, les grandes roues là qui tournent, bon, etc., un concours de poésie, alors que la pluie noire commence à tomber, on entend encore le micro qui annonce oui, concours de poésie, nanani. Voilà, c'est quand même, il faut le faire quoi, c'est quand même absolument incroyable. Alors, vous avez des choses intéressantes parce que tout d'un coup, il y a le père de Valérie, personnage très étrange mais qui lui a été prévenu, il décide évidemment de mettre son fils et sa femme à l'abri et lui il va je crois que c'est à Pripyat, enfin je saurais pas dire, non, il va à, enfin non là je voudrais pas dire d'André, enfin il change de ville et là il se balade, il voit bien que c'est le drame et il a interdiction de dire quoi que ce soit, secret d'État. Et donc en revanche quand il voit notamment des gens sous la pluie, il achète tous les parapluies et puis les distribue comme ça pour qu'au moins ils soient à l'abri de la pluie contaminée. Dans cette séquence de pluie noire, il y a aussi une séquence qui vient s'insérer. Ce sont les couloirs blancs de l'hôpital qui contrastent évidemment avec la pluie noire de l'extérieur. Et c'est alors que l'État seulement va commencer à déporter les habitants. Mais bon, le mal est fait. On remarquera aussi que la réalisatrice a utilisé des cadrages. C'est assez original parce que ce sont des cadrages qui coupent la profondeur du plan en deux plans. Vous avez un premier plan qui peut être en intérieur, à l'abri, et le deuxième plan à l'extérieur, pluie noire, danger, derrière une vitre. Et en même temps, c'est quelquefois le contraire. Ça veut dire que cette façon de cadrer apparaît à plusieurs reprises, et on s'aperçoit donc que qu'on soit en intérieur ou en extérieur, bon, je dis pas qu'on risque la même chose, mais quasiment, quoi. La mort est à temps. Voilà, là, en tout cas, le drame est absolu, intérieur, extérieur. On ne sait plus où aller. Et donc, j'ai signalé peut-être la robe blanche de cette Anya qui se marie. Donc ça, c'est un plan évidemment magnifique parce que c'est évidemment, vous me direz que c'est vrai qu'on se marie en blanc normalement et dans tous les pays. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est que le blanc a un sens là aussi parce que la réalisatrice a décidé pour nous faire passer de la première séquence à la seconde, elle fait un fondu au blanc. C'est très rare, d'habitude c'est un fondu au noir, c'est comme un point, je mets un point, fondu au noir, bon, point barre. Mais là c'est un fondu au blanc. C'est-à-dire que la lumière est destructrice. Elle arrive en contrepoint de ce que la lumière symbolise habituellement. Et donc évidemment la réalisatrice va nous montrer, ça c'est typique de tous ces pays-là, une stèle qui est dédiée aux héros de Tchernobyl. Les Russes savent très bien faire ça. Et il y a un truc, alors ça je l'ignorais complètement, ça c'est très impressionnant. Au milieu des tombes, ils vont dresser, pour honorer les morts, une table, et chacun arrive avec son pique-nique, et c'est comme si il mangeait. C'est un repas qui est offert aux morts, mais avec lesquels on mange. C'est comme un rite très lugubre. C'est très intéressant. Je sais pas. C'est pas angoissant. C'est étrange. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la réalisatrice va s'attarder un peu plus sur le jeune Valérie, qui était enfant et qui est maintenant un jeune homme, et qui veut, lui, absolument retourner chez lui. Il veut retrouver ce passé où il était heureux en famille. Voilà. Alors, bon, le film n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais très intéressant parce que c'est peut-être un peu décousu, mais enfin c'est pas grave. Il faut garder l'essentiel parce que si vous voulez, il y a quand même des choses. D'abord, c'est quand même intéressant aussi de voir un film sur Tchernobyl parce que c'est un film qui date de 2011. C'était bien la première fois qu'on filmait Tchernobyl, donc voilà, c'est quand même intéressant d'en savoir peut-être un peu plus. Et je trouve que ce qui m'a paru aussi assez intéressant, mais c'est plus que ça, de la part de la réalisatrice, c'est qu'il y a ce parallèle avec ces touristes. Ces touristes, alors moi ça me met monté au plafond, ils viennent pour avoir peur.
Notamment, on leur donne à manger. Est-ce que vous croyez pas que c'est contaminé? Mais en même temps, je suis content d'avoir peur, vous savez, c'est ça. Et ils ont peur de tout, parce qu'à un moment, il y a un bruit, ils se retournent, là, complètement affolés. Ben non, ce ne sont que des chevaux qui galopent en toute liberté. Voilà, donc, et alors, on leur demande, après leur visite, d'aller se laver pour qu'ils se décontaminent. Donc, ça veut dire que quand même, ils sont, c'est pas aussi simple que ça. Et alors, ils se lavent. Alors là aussi, il y a un plan qui est terrible, parce que c'est un plan fixe, où on voit plusieurs plans, en premier plan, second plan et au loin, toutes les gens nus. Et je vous assure que c'est pas beau à voir. Bon, je ferai pas de commentaires. Et donc, au premier plan, vous avez Anya qui elle aussi se lave, mais quand elle lave ses cheveux aussi, il y a des poignées de cheveux qui tombent. Et d'ailleurs, à la dernière partie, elle a une perruque. Une perruque très belle, d'ailleurs, cheveux blancs, magnifiques, voilà. Et donc, c'est quand même un plan d'une violence, alors que ça n'est qu'un plan fixe. Mais ça montre, je pense, de mon point de vue, le regard de la réalisatrice sur ces touristes. Il y a quelque chose leur attitude est quand même un peu indigne. L'indignité de ces touristes. Voilà. Donc là, de les mettre à poil sous la douche, je sais pas, c'est une façon un peu aussi de les mépriser, ce me semble. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Bon, alors la deuxième partie, évidemment, est axée beaucoup plus sur l'histoire d'Anya, qui hésite. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un film absolu, parce que après, elle hésite. Alors bon, son mari est donc, vous l'avez compris, mort, puisque je vous ai parlé de l'hôpital, c'est là qu'on lui apprend qu'il a été radioactivé. Je connais pas le mot, excusez-moi, enfin, vous le récupérerai, vous le saurez me corriger. Bah oui, c'est il est cuit, quoi. C'est dans tous les sens du terme, si je puis dire, sans humour. Et donc voilà. Alors donc tout d'un coup, quand même, elle continue sa vie de femme. Elle a 2 amants. Alors ça, j'avais même pas vu qu'il y avait 2 amants parce que ils se ressemblaient. Alors tout d'un coup, on nous le dit très clairement qu'il y a un Français, notamment, je vous l'ai dit, elle apprend à parler français. Elle aimerait bien partir. Elle aimerait partir en France. Elle est prête à partir avec ce Français qui s'appelle Patrick en France. Et au dernier moment, elle n'y va pas. Elle n'y va pas. Je crois qu'au fond, l'histoire, c'est comme une histoire en miroir des relations où l'issue est encore de se quitter. Son jeune mari, qu'elle venait d'épouser depuis quelques heures, est obligé de partir. Il la quitte. Et là, il faudrait qu'elle quitte aussi son pays. Donc, c'est l'un des fiancés, d'ailleurs, qui dit à Anya ce qu'elle éprouve par rapport à celui qui fut son mari à peine quelques heures. Il lui dit... Si tu partais, je t'attendrais. Oui, alors tout d'un coup, ça permet dans la tête d'Anya il est parti, est-ce qu'elle l'attend? Oui et non. Il lui dit encore, tu saurais que quelqu'un t'attend. Ça, c'est très beau comme image, c'est-à-dire que leur amour peut être tellement fort que il est persuadé, même dans l'au-delà, qu'elle l'attendra toujours, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a cette espèce de dimension surhumaine qui est dite, mais avec légèreté, mais c'est dit quand même. Et au fond, ce film tourne beaucoup autour de cela. Se quitter, attendre, revenir. C'est un film sur la solitude extrême de tous les protagonistes. De ces gens qui habitent l'Ukraine et à qui on n'a pas dit que le danger était mortel, et puis à ces gens qui ont été séparés. Voilà. Et puis en même temps, ça explique aussi la façon dont on peut vivre un exil forcé. C'est pas aussi simple que ça. Quand on leur a demandé de quitter Pripyat, vous voyez, Valérie, lui, il n'a qu'une cesse, le jeune garçon, quand il est adulte, c'est de revenir dans le lieu où il a vécu son enfance. Revenir, évidemment. Et donc, c'est vrai que c'est un film qui a quand même des qualités certaines. Quand le gamin Valérie voit raconte qu'il voit son arbre que son père lui a planté, c'est vrai que moi j'ai eu une petite pensée pour le film de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, c'était un film de 2018, je crois. C'était Le Sacrifice, avec l'arbre qui est planté par le père, voilà. Bon, on va s'arrêter là sur la comparaison, mais c'est vrai que voilà. Et pour finir, ce qui paraît assez étonnant, ça aussi c'est une belle réflexion. Personne ne veut fuir le malheur. Bon, vous avez les touristes qui viennent au contraire, chéri, fais-moi peur, quoi, j'ai envie d'avoir peur, voilà, parce que ça peut être dangereux, alors c'est génial. Mais tous ces gens qui ont vécu ce drame, les Ukrainiens, ils ne veulent pas oublier. Ils ont conscience d'avoir vécu une tragédie, un poème tragique. Est-ce que je peux oser dire, même jusqu'à dire un plaisir tragique, même si cela est paradoxal, mais ça existe, un plaisir tragique.
Et je trouve que les dernières images du film, où on voit en plongée le sol qui à nouveau est sous la pluie, qui s'assombrit, qui devient mousseux, ça montre aussi l'importance du regard, qui voit, qui filme, qui se souvient, et qui ne veut pas oublier la détresse dans laquelle il a été, qui ne veut pas oublier son pays au moment où c'était le vrai bonheur, etc., etc. Donc tout ça est un film, oui, vraiment réussi de ce point de vue-là, avec beaucoup de finesse, d'intelligence, qui montre que rien n'est simple. Et voilà, donc oui, moi je vous le recommande. Et puis c'est un film qui, d'un point de vue style aussi, a de très très beaux plans. Voilà, donc c'est à voir. Si vous l'avez loupé, vous pouvez le retrouver. Là, il est passé au diagonal, mais vous pouvez le retrouver sur n'importe quelle plateforme. Et je trouve que ça vaut le détour. La Terre outragée de Michel Bogany. On écoute la bande-annonce. Вези меня, Лучка. Куда? Говорят, Одесса красивый город. И купил целое море цветов. В лесу пожар. Мне взводят. На станции произошла авария. Нужно сообщить по радио, по телевизору, принять меры безопасности. Что конфиденциально? Я не понимаю, но... Стоп! Не иди под дождь! Нам опасно! Ваш муж получил высокую дозу облучения. Pripyat fut autrefois peuplée de 50 000 habitants. C'était une ville modèle, la plus belle ville d'Ukraine. Le jour de l'évacuation, 50 000 habitants ont dû quitter la ville avec l'interdiction de prendre quoi que ce soit. Il y a encore des gens qui travaillent ici? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire, Tchernobyl? Absinthe, l'herbe de l'oubli. Et vous habitez encore dans la zone? Souvent, les gens me demandent pourquoi je suis restée. Ну скільки було тих? Що це? Це біженці з Таджикистану. Вони зайняли ваш дім, я нічого не міг зробити. Чернобыль не принадлежит никому. Это наша территория, понятно? Personne ne vit deux fois. Le passé est un pays étranger qui ne me quitte pas. Je ne peux pas m'en défaire. Voilà, donc vous l'avez senti même à la bande-annonce, un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire il y a une espèce de hypersensibilité dans laquelle, ça c'est le côté russe, hein, ukrainien, etc., etc., hein, c'est une espèce de côté slave comme ça, j'ai du plaisir à être dans le drame. Enfin, vous comprenez, j'espère qu'il faut pas prendre ça au premier degré. Voilà, mais voilà, vous comprenez cette espèce d'émotion comme ça qui entoure ces gens-là. Voilà, donc je trouve que c'est bien aussi d'aller voir ailleurs. Oui, les Ukrainiens, ce sont pas des Français, ça c'est clair. Ça vous l'aurez au moins compris. Voilà, donc la prochaine fois, on parlera d'un autre film. Merci Pierre-Jean.